Voilà, amis des sports, ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir. Donc, très nombreux sur RDC Afrique Football, RAF Télévision, pour suivre cette émission, tout sur la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, une compétition qui se joue donc en 2024. On va d'abord faire un petit bilan de ce qu'a été les phases de groupe, mais aussi, on va quand même se projeter pour cette étape de la compétition, le huitième de finale, à savoir il y a également un gros choc qui attend donc les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont donc devoir croiser les pharaons d'Égypte sans leur star Mohamed Salah. On en parle donc avec notre invité ce matin, Cédric Kisabaka, qui est donc directeur technique. Il est également fin connaisseur du football sur le chiquier continental, à qui j'ai dit bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour Monsieur Germain, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à monsieur Cédric d'avoir d'abord répondu présent à notre invitation. On va quand même parler de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition qui se joue donc du côté de la Côte d'Ivoire. On a quand même suivi de près également toutes les nations qualifiées pour cette édition, à savoir dans le groupe A, il y a quand même eu des surprises. La Guinée équatoriale, que personne ne s'y attendait, débattre quand même c'est les pays hôtes de la Côte d'Ivoire sur le score de 4-0. Comment d'abord est-ce que vous avez quand même jugé d'abord le niveau de toutes ces nations qualifiées pour cette 34e édition au niveau de la Côte d'Ivoire? Merci de m'avoir donné la parole. Bon, cette Coupe d'Afrique, pas de vous dire, elle est très formidable. Quand je dis formidable, c'est par rapport à ce qu'on a vu. Par rapport au CAN passé, déjà, c'est la CAN la plus prolifique en termes de buts, premier tour. Ce qu'on aime, c'est qu'il n'y a plus un grand écart entre les nations au niveau footballistique. Il y a de l'intelligence tactique même dans les soi-disant petites nations. Et puis il y a les résultats surprises. C'est-à-dire quand la Guinée équatoriale bat la Côte d'Ivoire 4-0, quand la Mauritanie élimine en battant l'Algérie. Donc voilà, toute cette semaine. En plus, un très bon arbitrage parce qu'on a généralement reproché la Coupe d'Afrique d'avoir un niveau des jeux faible et un arbitrage pas trop commode. Mais cette fois-ci, contrairement aux années passées, il y a une nette évolution de ce côté-là. On sent quand même, il y a quand même de la différence. Oui, Le niveau est exactement. Une quand nette même élevé. évolution, exactement. On parle également de ces qu'a été les performances de nos léopards. La RDC était donc casée dans le groupe F aux côtés du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie. Le Maroc a quand même chapeauté ce groupe avec 7 points au total. La RDC a quand même fini deuxième de son groupe, mais avec 3 points. Exactement. 2 buts marqués, 2 buts encaissés, 0 victoire, 0 défaite jusqu'à-là. Comment est-ce que vous avez quand même jugé d'abord le bilan côté congolais? Bon, 3 points, ce n'est pas vraiment voilà, la marge attendue, mais au fond, la RDC a progressé dans le contenu, dans sa gestion des matchs, dans l'état d'esprit de joueurs. On a été une équipe à réaction. Le premier match, on commence très bien contre la Zambie. Et dès qu'on encaisse, directement, on sent que l'équipe est là et l'équipe répond. Contre le Maroc, on a commencé avec la peur au ventre, on encaisse, mais on voit que l'équipe réagit. Contre la Tanzanie, contrairement aux deux précédents matchs, c'était un match piège, on a su gérer. On avait le ballon, on dominait le match. Mais bon, arrivé à un moment, vers la fin, la Tanzanie avait tellement bien tenu. La RDC, tactiquement, a joué de sorte à ne pas aussi encaisser derrière. Voilà, donc du côté gestion de match, il y a un net progrès. Et du côté contenu, par rapport aux prestations des années antérieures, il y a un net progrès. Les Léopards ont vraiment progrès. Mais on sent quand même que non, beaucoup de spécialistes sur le chiquier continental ne donnaient pas vraiment assez de la chance côté RD congolais. Mais les résultats, quand même, même si la RDC n'a pas réussi à gagner des matchs tout au long de cette phase de groupe, est-ce que c'était quand même une surprise de voir également la RDC faire match ni face à la Tanzanie? Bon, c'était une surprise pour beaucoup, mais pas pour ceux qui suivent l'équipe nationale de près. Parce que généralement, les gens jugent les équipes nationales par rapport aux derniers résultats et par rapport aux effectifs. Voilà, on a un effectif pléthorique, peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Très forte potentialité. Et puis il y a le travail de l'entraîneur. Donc cette équipe a joué les éliminatoires et les matchs amicaux, comment je peux dire, en nous cachant le vrai état d'esprit de l'équipe. Voilà, une fois en compétition, on a senti que l'équipe était à un autre niveau d'état d'esprit et à un autre niveau tactique du football. Ça, c'était la surprise pour nous, pour tout le monde. Mais s'attendre à ces résultats-là, oui, bon, on est congolais, peut-être on espérait, mais sur papier, après le Maroc, c'était quand même la RDC dans cette poule. Mais il y a quand même un d'analyste sportif au niveau de Canal+. Je cite également Alain Traoré, l'ancien international burkinabé également. On ne donnait pas assez de la chance
à la RDC, il avait quand même dit que non, à chaque fois, les sportifs attendent les résultats côté congolais. Il y a rien appris. Il a quand même du mal à quand même situer cette équipe, surtout au niveau de cette 34e édition de la CAN. Si vous prenez quand même le temps de faire le bilan de ce qu'a été les premiers tours, les phases de groupe, selon vous, en tant que spécialiste en matière footballistique, c'est quoi vraiment le vrai bilan tout au long de cette première phase? Le bilan de la RDC ou le bilan Le général? bilan général de la CAN. Le bilan général, on peut dire que c'est une très belle CAN. Les équipes ont le niveau. Comme j'avais dit au début, il n'y a pas un grand écart entre les nations. Voilà, maintenant, au niveau où nous en serons, au niveau des huitièmes de finale, comme on dit, une nouvelle compétition commence. Maintenant, il s'agira de voir quelles sont ces nations qui peuvent tenir dans le long terme. Parce qu'au niveau des huitièmes de finale, il y a une autre pression. Ouais. Hein, il y a le contexte du résultat, de la défaite qui t'élimine. C'est là maintenant qu'on verra la différence des équipes dans l'état d'esprit. Voilà. Mais en gros, le bilan du premier tour est tout simplement formidable. C'est une très belle CAN, on se régale en le regardant. D'abord, je voudrais qu'on puisse maintenant commencer à parler de ces huitièmes de finale, match par match, parce qu'on sent également que non, l'équipe de la Côte d'Ivoire a été donc récupérée comme étant meilleure troisième de son groupe. C'est quand même un choc au niveau des huitièmes de finale lorsqu'on voit les éléphants de la Côte d'Ivoire jouer face aux lions de la Teranga du Sénégal. Selon vous, cette affiche, c'est quand même aux allures d'une finale de la CAN. Votre pronostic quand même entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Bon, sur papier, tout le monde donnera le Sénégal favori. Mais moi, je dirais que les chances sont égaux, 50-50. Le Sénégal est dans une certaine assurance, dans une certaine continuité. La Côte d'Ivoire a fait de mauvais résultats. Ils ont été rachetés. Ils voudront devant leur public démontrer un autre état d'esprit. C'est vrai que ça ne change pas du jour au lendemain. Mais déjà, il y a limogeage du coach. Ouais. Le nouveau coach aura peut-être un discours à remotiver les joueurs. Il faut essayer de toucher leurs joueurs dans leur orgueil parce que la Côte d'Ivoire a l'un des meilleurs effectifs de cette CAN. Malgré leurs résultats, ils ont des joueurs de haut niveau. Ouais. Et si tous ces joueurs-là s'élèvent à leur vrai niveau, c'est un match, pour moi, les chances sont égaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On parle également de ces chocs encore entre le Nigeria et le Cameroun, les Lions indomptables qui ont également terminé deuxième de leur groupe. Derrière le Sénégal, la Guinée-Conakry a été également récupérée comme étant meilleure troisième. Lorsque vous regardez également le niveau de cette sélection camerounaise, les Lions indomptables, allais-je dire, face aux Super Eagles du Nigeria, est-ce qu'il y a quand même de la place pour cette sélection camerounaise d'aller quand même à l'effet? Les deux équipes ne sont pas à leur meilleur niveau. Le Cameroun a très bien réagi lors du dernier match. On a aimé cet état d'esprit-là camerounais. On a toujours dit que eux, quand tout le monde leur juge faible, c'est alors que voilà, ils font dire le contraire à l'opinion. Mais en réalité, les deux équipes ne sont pas à leur meilleur niveau, que ce soit le Nigeria ou le Cameroun. Quand même, le Nigeria a quand même terminé. Exactement. Ils ont quand même terminé premier, mais ils ne nous ont pas montré des choses très consistantes. Ouais. Hein, c'est peut-être par rapport à, comment je peux dire, par rapport au contexte. Ils ont joué le premier match avec la meilleure équipe de la poule, la Guinée équatoriale, alors que tout le monde ne s'y attendait pas. Même la Guinée équatoriale avait commencé la compétition, comment je peux dire, dans la gestion. Ils ont respecté le Nigeria. Ouais. Voilà, le match a été de 1 but partout. Après, le Nigeria a dominé et sur la Côte d'Ivoire qui est faible et sur la Guinée-Bissau qui était le maillon faible. Ouais. Je pense que si le Nigeria et la Guinée équatoriale jouaient en deuxième journée, en troisième journée, peut-être bien que la Guinée équatoriale allait sortir vainqueur. Aller surprendre les gens. Exactement. Donc le Nigeria ils ne sont pas à leur meilleur niveau, mais le contexte a fait assez qu'ils puissent terminer premier. Le Cameroun même, donc c'est un match aussi à chance égale. Hein. À chance égale, déjà c'est deux grands noms du football. C'est une sorte de derby, c'est deux pays voisins, ça va faire aussi un très grand match. Jusque-là, c'est quoi la surprise de cette CAN? La nation qui vous a quand même beaucoup... Moi, c'est l'Angola. L'Angola. Moi, c'est l'Angola. Solide derrière, ils font des bonnes transitions. Les Cap-Verts, j'ai vu leur progression. Je m'attendais à ces résultats. La Guinée équatoriale, je les suis depuis. Ils ont beaucoup progressé. Mais je ne m'attendais pas à voir l'Angola à ce niveau. Finir première de cette poule-là et faire les résultats qu'ils ont fait. Je rappelle que l'Angola avait également disputé 2 matchs amicaux avec les Léopards. La République démocratique du Congo. 2 matchs terminés avec des scores de nul et vierge, de parité. Personne n'est donné quand même la chance également à cette sélection angolaise. Les gens ont même dit que la RDC était faible parce qu'elle avait fait match nul et vierge contre l'Angola. Parlons également de ces chocs ô combien importants que toute la population congolaise également attend. Les chocs entre les pharaons de l'Égypte face aux léopards de la République démocratique du Congo. L'Égypte sans son meilleur joueur, la star également de cette compétition, Mohamed Salah. Privé également de son gardien, El Shenaoui, mais Gabaski va quand même prendre sa place. Et du coup, lorsqu'on regarde également l'ossature de l'Égypte,
à celle également de la République démocratique du Congo. Sur papier, l'Égypte partira quand même favori, mais quelles sont quand même les chances que vous donnez côté RD congolais? Oui, sur papier, l'Égypte part favori par son histoire, ils ont l'âme de la compétition, comme on dit. Ouais. Mais vu leur parcours en phase de poule, c'est 50-50 aussi. Mais ce n'est pas parce que je suis congolais. C'est pas parce que je suis congolais, mais je donne plus de chance à la République démocratique du Congo au vu de ce que j'ai vu du premier tour. Après, comme j'ai dit, en huitième de finale, il s'agira de passer à un niveau supérieur. Ouais. Et si l'Égypte joue avec l'âme, comment je peux dire, de cette nation, avec l'esprit égyptien, Ouais. ça sera très difficile pour nous. Mais comme j'ai dit, la nette progression de l'équipe des Léopards fait assez que aujourd'hui qu'on ne puisse pas s'en faire. Moi, je pense que le Maroc, par exemple, actuellement a un meilleur niveau que l'Égypte. Mais vu notre match avec le Maroc, Ouais. et on a fait ce match-là, c'est voilà. On peut dire que non, c'est déjà un match de référence pour les Léopards. Exactement, exactement. Si vous faites ce match-là contre le Maroc, après, il faut avoir peur des personnes. Faut avoir peur des... Je donne 60% de chances côté congolais et 40%, mais il s'agira pour les Congolais d'être efficaces devant le but. On se procure un nombre incalculable d'occasions. Ouais. On récupère un nombre incalculable de ballons sur le flanc. On joue très bien les transitions. Mais on n'est pas efficace devant le but. Alors si on s'améliore du côté efficacité, je pense qu'on va se procurer des actions contre l'Égypte et on va gagner le match. Comment quand même arriver à déjouer cette équipe égyptienne? Parce qu'ils ont... En jouant vraiment notre jeu, il ne s'agira pas d'avoir peur, il s'agira de mettre un bloc médian comme on a fait contre le Maroc, de bien récupérer les ballons sur les flancs et se projeter rapidement. Parce que la force de la RDC, vous voyez, contre la Tanzanie, on a dominé, on était haut, on avait du mal à faire mal. Mais lorsqu'on revient de derrière, on récupère par le bas et que le ballon passe par Moutoussamy et Piquel, dès qu'il touche Kakuta, Kakuta pour moi c'est le meilleur joueur congolais de cette CAN jusque-là. Kakuta sur une passe à une et à deux touches a cette capacité de déjà trouver le joueur libre en vitesse devant. Alors si on exploite, comment je peux dire, cette qualité-là, ou ces phases-là, je crois bien qu'on pourra faire mal à l'Égypte. Alors il s'agira, comme j'ai dit encore, de s'améliorer devant le but. Parce que Kakuta, il peut toucher un attaquant, il peut toucher un ailier. Et après, cet ailier ou cet attaquant doit être efficace. À la place également, si vous prenez quand même la place de Sébastien Desabre, quel système de jeu opterez quand même vous? Parce qu'on a quand même du mal à reconnaître également nos avant-centres. Parce que jusque-là, ni Fiston Maël Kalana a quand même scoré. Également, Cédric Bakambu qui a été également critiqué, même insulté sur les réseaux sociaux. Simon Banza qui est donc actuel meilleur buteur du championnat portugais, mais qui n'arrive pas à s'imposer également avec la sélection. Et du coup, à la place de Sébastien Desabre, quel neuf qui peut quand même arriver à ça? Quel avant-centre. Déjà, je ne changerai pas le système parce que la CAN se prépare. Sébastien Desabre a préparé sa CAN. Ouais. Et en ce moment, il peut peut-être modifier un, deux trucs, mais il va garder, il va garder à la base ce qu'il a préparé pour la CAN. Après, les avant-centres, je le dis, on a des avant-centres de qualité. Bakambu est plus fort dans la profondeur. Maël est plus fort, comment je peux dire, dans le combat physique. Alors, il faut étudier l'Égypte et voir si l'Égypte est une équipe, voilà, à ce que j'ai vu, qui, comment je peux dire, au niveau de leur axe défensif, a des joueurs pas assez rapides, il faut peut-être utiliser Bakambu. Si c'est des joueurs rapides et bons dans le combat physique, il faut utiliser Maël. Moi, je pense que tous nos attaquants, ils ont des profils différents qui peuvent nous être utiles par rapport au contexte du match. Donc le nom, non, mais voilà le profil. C'est à Sébastien de voir le profil qu'il faudra pour être plus efficace. Banza, c'est un P de 2, mais après, il y a la chaleur de l'Afrique, l'esprit africain, Banza doit s'imprégner. Lui, il est un peu dans cette phase de transition pour y aller. Mais Maël et Bakambu, c'est un peu, ils sont en train de jouer de leur chance et des habitués. Ils ont peut-être une longueur d'avance par rapport à Simon Banza qui est aussi trop bon et qui peut surprendre. Mais pour moi, par exemple, pas seulement les avant-centres, mais la force viendra des côtés. Ouais. Moi, je voudrais bien commencer avec une équipe qui joue en possession contre l'Égypte et puis transiter en deuxième mi-temps avec une équipe qui joue, comment je peux dire, dans la profondeur avec de la vitesse. Un peu comme ce qu'elle a fait avec Meshak Elia, Silas Katompa, des joueurs pareils. Essayer de transiter, donc présenter deux styles de football différents et ça peut surprendre les Égyptiens. Donc vous prenez quand même la place de Théo Bongonda, donc il est censé débuter également cette rencontre. Je commence avec Théo parce qu'il sait très bien tenir le ballon. Ça, c'est une qualité qu'on aura besoin du côté droit. Je commence avec Wissa parce que voilà, il est bon dans la compétition, il est en confiance. Ouais. Kakuta, n'en parlons pas, c'est le métronome, mais je commence avec Bakambu. Je joue en possession et en deuxième mi-temps, je lance
les flèches. Je lance les flèches, je passe avec Meshak, je passe avec Silla et voir ce que ça va donner devant. Actuellement, qu'est vaut vraiment cette sélection égyptienne sur l'échiquier continental sans sa star Mohamed Non, Salah? l'Égypte, le nom, ça reste l'Égypte. Mais ils ne sont pas au niveau de l'Égypte comme on l'a. Il ne faut pas oublier que la CAN passée, l'Égypte a été éliminée par l'Afrique du Sud en huitième de finale. Oui. Voilà, l'Égypte a beaucoup perdu en termes de qualité. Mais comme j'ai dit, ça reste l'Égypte dans l'âme et ça joue dans le football. Mais actuellement, l'Égypte n'est pas vraiment au top niveau comme on l'a connu. Ce n'est pas l'Égypte d'Abou Treka ou de Vido. Merci beaucoup, monsieur Eric. On va également parler d'une nation qui a quand même créé la sensation, déterminée également premier de son groupe. C'est une nation qui monte également en puissance chaque année. C'est donc les Aigles du Mali. Les Mali qui va donc jouer les Burkina Faso, les étalons du Burkina Faso. C'est choc également de huitième de finale entre les Aigles du Mali et les étalons du Burkina Faso. Quand même, en étant analyste, vous placez quand même votre pronostic dans quelle nation? Voilà encore un autre match très équilibré. Je pense que l'équipe qui, à mon avis, l'équipe qui ouvre le score gagne le match. Là, c'est selon mon analyse. Deux équipes avec des bons styles de jeu. C'est l'école un peu. Le Mali, aujourd'hui, c'est la formation foot de base. C'est un peu dans le style du Sénégal, mais voilà, avec un peu du retard. Mais c'est vraiment le football d'école et des joueurs expérimentés. Le Burkina Faso, c'est la même chose, mais un peu plus physique. Alors, du coup, ça sera un match, comment je peux dire, c'est deux équipes à niveau égal. Ouais. Et pour moi, l'équipe qui ouvre le score dans ce match-là saura peut-être gérer son avance. Mais en termes d'expérience, les Burkina Faso arrivent quand même au dernier carré. Ça fait au moins deux camps déjà que les Mali n'arrivent pas à jouer quand même les demi-finales. Mais les Burkina, quand même, cette avance-là. Exactement. Oui, c'est ça compte aussi. Mais après, comme je dis, ça dépend du parcours. Avec qui as-tu joué quand tu passais les tours? Tout ça, ça compte. Mali, Burkina Faso, c'est carrément une affiche des demi-finales. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, déjà le Burkina Faso rencontre une grande équipe au niveau du huitième de finale. Ils doivent pouvoir prouver quelque chose. Hein, c'est différent des CAN passés où ils avaient quand même de l'avance sur les équipes avec lesquelles ils jouaient. Hein. Donc alors du coup, je me dis c'est vraiment un match à niveau égal et c'est comme je vous l'ai dit, un match où il n'y aura pas beaucoup de buts. Hein, un match qui ne sera pas assez prolifique au niveau des buts. Voilà, si une équipe marque, voilà, gagne le match. Hein. Je rappelle que nous, les rendez-vous donc pris pour le dimanche à 21h de Kinshasa. Les chocs de ces huitièmes de finale entre la RDC et l'Égypte. L'Égypte sans sa star Mohamed Salah, mais aussi également un forfait de taille à côté égyptien Mohamed El Chenaoui, le gardien titulaire de cette formation égyptienne. Mais côté RD congolais, tous les joueurs sont donc à mesure de jouer donc ces matchs. Monsieur Cédric qui s'abat, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de la fin, je rappelle que vous êtes non seulement analyste sportif, mais aussi directeur technique d'un centre de formation. Parlez-nous également de votre centre de formation avant qu'on puisse terminer cette émission. Oui, d'accord. Je suis directeur technique de la Weidou Academy. C'est une école de foot qui forme les enfants de 4 à 17 ans. Voilà, donc le centre de formation est ouvert. Comme je dis, la base de ce centre de formation, c'est d'essayer d'enseigner l'intelligence tactique, chose qui manque vraiment dans ce pays où il y a des jeunes hommes avec plein de talents naturels, techniquement bons, physiquement bons. L'intelligence tactique, c'est quelque chose qui se travaille à la base et c'est ce que Weidou Academy essaye de faire depuis qu'on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu vraiment présent à notre invitation. Ça est donc fini pour aujourd'hui à tous sur la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition qui se joue donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci à Babal Veko. Babal Veko qui était donc derrière la caméra. Merci également à Freddy Tambila, Derossi, Kitenge, Roland Makié, c'est toute la grande équipe du service de sport de RDC Afrique Football. Nous travaillons également en partenariat avec Paris Direct. Paris Direct, par ailleurs, nous sommes à Congo et à Kinshasa, au Mbongo na yo, au musée, au pesca score exact. Et ça, match à RDC, match à Maroc, match à Égypte, match à plutôt il y a Mali. Par ailleurs, à Mbongo en direct, dans Paris Direct, c'est notre partenaire. Si c'est RDC Afrique Football, ça est donc fini pour aujourd'hui. On prend donc rendez-vous la semaine prochaine pour les étapes donc, des quarts de finale. Merci.